Chapitre 9. Le premier trimestre me parut interminable. À Noël, bon papa me convoqua. Tu as 6 ans et demi. Tu es un homme, n'est-ce pas? Oui, Tu iras seul au pont d'Oie. J'ai acheté ton billet. Ursmar t'attendra à la gare d'Abel-à-Neuve. bonne maman protesta, insista pour m'accompagner. Le général tint bon, Cet enfant doit s'endurcir. disait-il comme un leitmotiv. Il va passer 2 semaines chez ces sauvages. N'est-ce pas suffisant? Bonne maman, je suis capable de porter ma valise, intervins-je. C'était sans compter avec la quantité effroyable de chocolat et de gâteaux dont elle lesta mon bagage. Je me réjouis d'avoir de quoi nourrir la tribu et traîner la valise sans broncher. Les 4 heures de train me parurent féeriques. À mesure que nous nous enfoncions dans les Ardennes, l'épaisseur de la neige augmentait. La forêt supportait un tel poids de blancheur que certains arbres baissaient les bras comme moi avec ma valise. Ursmar souleva celle-ci sans effort. La charrette à cheval parcourut les derniers kilomètres dans un silence absolu. Le château m'apparut enfin encaissé sous la neige. Tant de beauté dépassait mes prévisions. Grand-mère courut à ma rencontre, emballée dans un manteau qui ne l'empêchait pas de grelotter. Elle me serra dans ses bras. Mon Patrick, comme tu as de bonnes couleurs! Viens te réchauffer dans la ch'touffe. Dans la quoi? La ch'touffe, c'est du patois local, tu vas comprendre. La ch'touffe désignait un mode de vie qui permettait de survivre à l'hiver ardennais. Il s'agissait d'entasser tous les êtres vivants d'une maison, animaux inclus, dans la seule pièce qui pouvait les contenir. Au pont d'Oie, la pièce en question était le salon médian. Ce n'était pas à proprement parler une ch'touffe. Les chevaux n'y étaient pas admis. Au moins, le froid avait-il aboli les distinctions sociales. Léontine et Ursmar demeuraient avec les Notombes. Le patriarche occupait la meilleure place, assis près du feu. Quelle joie de te revoir, Patrick! Viens m'embrasser. Je me faufilai parmi les corps agglutinés pour arriver jusqu'à grand-père. Il saisit mes mains dans les siennes et me regarda les yeux brillants. Comme tu nous as manqué. Je ne connaissais pas encore l'usage du nous de majesté, et je crus réellement qu'il parlait au nom du clan. Bouleversé par un tel accueil, je distribuais des baisers autour de moi, sans remarquer les airs narquois des enfants. Ursmar m'accompagna à l'étage avec mon bagage. De retour dans la ch'touffe, j'eus du mal à m'insérer entre deux notombes pour m'approcher de l'âtre. La tribu, engloutie dans les plaids, semblait n'avoir d'autre occupation que de sécréter de la chaleur. À table, le soir, Léontine apporta une soupière d'un potage clair, dont l'unique vertu consistait en sa température proche de l'ébullition. Les adultes en raflèrent les 3/4, les enfants durent se partager quelques louches du brouet, de moins en moins fumant, qui avait le goût d'une eau grasse additionnée de rondelles d'oignon. Encore fallait-il l'avaler très vite. Il refroidissait à une rapidité déconcertante. C'est mieux d'avoir peu de soupe, Me dit Charles. comme ça on ne doit pas se lever la nuit pour pisser. Le pain fut dévoré jusqu'au dernier croûton, et puis le dîner fut décrété fini. Il n'y a pas de compote de rhubarbe? M'étonnai-je à voix haute. Mon propos provoqua des rires. Qu'est-ce que tu crois? Dit Simon. Ce n'est plus l'été. Bigre. On allait manger encore moins que pendant les grandes vacances. Après 1 heure de veillée dans la ch'touffe, destinée à réchauffer nos organismes, on ordonna aux enfants de rejoindre leurs appartements. Je ne compris pas pourquoi mes 5 comparses y mirent tant d'enthousiasme avant de les voir se jeter sur ma valise et la dépecer. Ils se ruèrent sur les paquets de gâteaux et de chocolat, les éventrèrent et les dévorèrent avec des expressions de fauves affamés. Et dire qu'à Bruxelles tu as des spéculoos quand tu veux, dit Colette, en me regardant comme si j'étais sardanapale. Est-ce qu'on a oublié d'allumer le chauffage? Demandai-je. Tu as vu quelque chose qui ressemble à une calorifère? Ici on dort tout habillé, répondit Lucie. Grand-père aussi? Rien à voir, Dit Simon. Ursmar récolte les braises dans une bassinoire et il chauffe le lit de papa avant qu'il se glisse sous la couette. Bon, assez causé, on dort. Les enfants obéirent comme un seul homme. Sans broncher, j'entrai dans ma paillasse. Il s'agissait d'insérer mon corps entre un matelas défoncé et une couverture de laine pas plus épaisse qu'un drap. J'eus beau m'enrouler dedans, je mourais de froid. La température du grenier devait être positive, mais de justesse. Je découvris la pire sensation de l'univers. Des mâchoires glacées se refermèrent sur moi. J'aurais voulu frissonner, ce qui m'aurait sauvé. Pour des raisons inconnues, ma peau n'était pas capable de cette saine réaction. Corps et âme,
J'étais figé dans le supplice. Le gel s'emparait de ma personne par les pieds et remontait peu à peu. Mon nez avait déjà la consistance d'un glaçon. Comment les enfants parvenaient-ils à survivre dans ces combles? J'entendis Simon qui ronflait déjà. Était-il donc possible de dormir en de telles conditions? Je n'y parviendrai jamais. J'avais envie de rejoindre les adultes dans la stouff. Hélas, si je consentais à mon désir, j'aurais droit au pire des châtiments, le déshonneur. Il allait donc falloir mourir. J'avais 6 ans et demi. La vie me paraissait longue. Il m'était arrivé beaucoup de choses. Un peintre avait réalisé mon portrait dans les bras de ma mère. J'avais appris le métier de gardien de but. À l'école, j'avais gagné l'amitié de Jacques, qui se souviendrait de moi. Je pourrais accepter la mort avec sérénité. Pourtant, une révolte m'animait. Une force venue de loin criait dans mes os. Je décidai de l'ignorer. On allait voir ce qu'on allait voir. Je trépassai avec bravoure sans gémir. Il se produisit un miracle. Quelqu'un me secoua l'épaule. C'était Donate. Tu dois mettre ta tête aussi sous la couverture. L'obscurité lui donnait l'aspect d'une pythie. Elle avait l'air de voir dans le noir. Comme je la regardais avec terreur, elle saisit ma couverture, la remonta jusqu'à mon visage et me borda le crâne. Dors maintenant, chuchota-t-elle, et je l'entendis retourner dans son lit. Il fallait me rendre à l'évidence. Elle avait dit vrai. Mon souffle ne tarda pas à réchauffer l'espace délimité par la couverture, et la température de mon corps devint presque acceptable. Soudain, je me mis à claquer des dents. Excellent mécanisme de défense dont je n'avais pas été capable auparavant. Ce qui m'avait sauvé, c'était non seulement le bon conseil de Donate, mais aussi de découvrir que quelqu'un se souciait de mon sort. Je n'étais pas seul au monde. Que ce fût la petite anormale qui se soit préoccupée de moi me touchait particulièrement. Était-ce par gratitude pour le morceau de pain que je lui avais apporté l'été précédent? Je soupçonnais que non. Elle se serait conduite de même avec n'importe qui. Je m'endormis. Quelques heures plus tard, je m'éveillai avec un besoin. Je me rappelai les paroles de Charles. Hélas, il n'y avait pas de solution. Faire pipi au lit serait inexpiable. Alors je réunis plus de courage que celui dont je disposais et me levai. La peur était si forte qu'elle éclipsait le froid. Sortir des combles fut une équipée périlleuse, mais le noir qui m'attendait dans l'escalier en colimaçon n'avait pas de nom. Je descendis les marches jusqu'au premier palier, espérant qu'un adulte aurait oublié une lampe. Des ténèbres encore plus épaisses m'y attendaient. Il me fallut repérer le départ du second escalier. Je marchai à 4 pattes, afin de ne pas tomber dans un gouffre de marche. C'était un miracle si le pipi ne m'échappa pas en chemin. En bas, j'étais si désorienté qu'il me fallut une dizaine de minutes pour trouver la porte des toilettes. Quand je m'y installai enfin, je me vidai tout entier. Tant la terreur avait multiplié mon besoin. J'eus la sagesse de ne pas allumer la lumière, devinant qu'il valait mieux conserver mes yeux habitués à l'obscurité pour le retour. Le bruit de la chasse d'eau me persuada que la bâtisse allait s'effondrer. J'escaladai prestement le premier escalier en ayant l'impression qu'une présence me frôlait. S'agissait-il d'un rat? Si grande fut ma répulsion, j'espérais que oui. Comme il était difficile de s'empêcher de gémir de panique. Pendant l'ascension du second escalier, il s'avéra que le rat me prenait pour un jambon vivant. Afin qu'il ne plante plus ses dents dans ma cuisse, je le chassai d'un coup de pied. Ébloui par ma propre bravoure, j'arrivai au dortoir qui me sembla un havre de tranquillité. Je me recouchai, attentif à immerger ma tête sous la couverture, et je me rendormis en me jurant, à l'avenir, de passer aux toilettes avant de monter pour la nuit.